Un avion décolle quelque part aux États-Unis. À bord, des hommes, des femmes. Certains viennent d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique. Ils ont un seul point commun. Personne n'est vu d'eux, ni les pays qu'ils ont quittés, ni celui où ils ont essayé de vivre. Prenons le temps de bien comprendre cette vidéo. Et aujourd'hui, cet avion atterrit à Kinshasa, le 5 avril 2026. Le gouvernement congolais publie un communiqué officiel. La nouvelle est courte, sèche, presque banale dans sa formulation. La RDC accepte d'accueillir de ce mois d'avril des ressortissants des pays tierces, pas des Congolais, pas des Africains en particulier, des personnes que Washington ne veut plus sur son sol et dont aucun autre pays ne veut reprendre. La Tunisie, le Burkina Faso ont dit non. Beaucoup de pays européens ne veulent même pas parler de cette affaire. Les Congo ouvrent les portes. Kinshasa a dit 3 choses. 1. C'est temporaire. 2. Les États-Unis payent tout. 3. La RDC garde les contrôles. Mais derrière ces 3 mots, il y a des dizaines de questions sans réponse. La RDC n'est pas seule dans cette situation. Rwanda, Ouganda, Eswatini, Soudan du Sud, Ghana, Cameroun, Guinée équatoriale. Depuis 2025, Donald Trump a tissé un réseau discret à travers tous les continents africains. Des accords signés dans l'ombre, des millions de dollars échangés et des migrants qui atterrissent dans des pays qu'ils ne connaissent pas. La question que nous allons commencer par nous poser est que pourquoi la RDC dit oui? La réponse officielle, c'est le respect de la souveraineté et des engagements internationaux. Mais il y a une autre réponse moins officielle, plus réelle, que vous allez découvrir dans peu de temps. En décembre 2025, les accords de Washington avaient posé les bases d'une médiation américaine entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour la paix dans l'est de la RDC. En parallèle, Washington a promis 900 millions de dollars à Kinshasa dans les domaines sanitaires et un accord minéré contre sécurité est en cours de négociation. Autrement dit, la RDC a besoin des États-Unis pour la paix, pour l'argent, pour la survie politique. Et cet accord migratoire, c'est peut-être le prix à payer. La vraie question que personne ne pose à voix haute, la RDC a-t-elle négocié cet accord en position de force ou l'a-t-elle signé parce qu'elle avait peur de perdre la bienveillance de Washington, peur de perdre la médiation pour l'Est, peur de perdre les financements, peur que Trump se retourne contre Kinshasa. Cet accord, c'est peut-être moins une décision qu'une soumission. Pour comprendre pourquoi cet accord choque autant, il faut regarder ce qui se passe déjà en RDC. Plus de 6 millions de Congolais sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays. 6 millions. Ces gens fuient la guerre dans l'Est, comme aujourd'hui, je viens de voir cette vidéo. Ils vivent dans des camps, sans eau, sans école, sans avenir. Et l'État congolais ne les prend pas en charge, parce qu'il n'y a pas de moyens, mes amis. Aujourd'hui, les expulsés venant de l'Angola ou du Congo-Brazza ne sont pas pris en charge non plus. La Commission nationale pour les réfugiés, la CNR, existe depuis 2002. Mais elle n'a aucun budget public. Elle fonctionne uniquement grâce au HCR. Depuis plus de 20 ans, elle n'arrive même pas à délivrer des titres de voyage conformes à la Convention de Genève. Nous avons des personnes comme Timothée Mbouya, de l'ONG Justicia ASBL, l'a dit clairement. Ni la population congolaise, ni les députés, ni les sénateurs n'ont été consultés. Aucun débat public, aucune transparence. Et sa conclusion est sans appel. Le Congo n'est pas un dépotoir pour recevoir des individus refoulés ailleurs. Notre pays ne dispose pas suffisamment d'infrastructures pour accueillir ces genres de personnes. A-t-il tort? Point d'interrogation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Emmanuel Col, défenseur des droits humains, va dans le même sens. Sans l'appui de la communauté internationale, la RDC aura du mal à faire face et sans contrôle sécuritaire strict, personne ne peut garantir que ces personnes expulsées ne représentent pas un risque pour la population congolaise. Le gouvernement congolais dit que tout est sous contrôle,
Mais voilà ce que Kinshasa n'a pas dit. Qui sont vraiment ces personnes expulsées? Leur nationalité, on ne sait pas. Leur statut juridique, on ne sait pas. Combien ils sont, on ne sait pas. S'il y a des mineurs parmi eux, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que leur pays d'origine refuse de les reprendre? On ne sait pas. Il y a une question que tout le monde évite. Parmi ces expulsés, combien sont des personnes avec des problèmes de dépendance? Des personnes sans logement fixe, des personnes avec des antécédents psychiatriques. Washington expulse, mais Washington ne trie pas. Dans les grandes villes américaines, New York, Los Angeles ou encore Chicago, une partie des personnes expulsées ont vécu dans la rue. Certains souffrent d'addictions sévères, d'autres ont des troubles mentaux non traités. Ces personnes arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne parlent pas la langue et qui est, selon les classements internationaux, l'un des pays les plus pauvres au monde. Pas de travail, rien. À Kinshasa, qui les prend en charge? Quelle structure les accueille? Quel hôpital les soigne? Quel quartier les absorbe? Point d'interrogation. Les communiqués officiels parlent des sites d'accueil identifiés dans les faubourgs de Kinshasa. Mais aucun détail, aucune adresse, aucun budget sanitaire. Ce qui change avec cet accord, c'est un précédent. Demain, si la RDC accepte, après-demain, c'est quel pays africain? Tchad, République centrafricaine, Niger, ainsi de suite. Bon, point d'interrogation. Les analystes appellent ça l'externalisation des politiques migratoires. Washington sous-traite, des pays pauvres exécutent et les migrants, eux, deviennent des marchandises, des pions dans une géopolitique qui les dépasse. Maintenant, parlons de ce que les communiqués officiels ne disent pas. La RDC est assise sur l'une des plus grandes réserves de minerais critiques au monde. Coltan, cobalt et voire même or. Sans citer les tungstènes et autres. Ces minerais, vos téléphones en ont besoin. Vos voitures électriques en ont besoin. Et l'économie américaine en a besoin. Depuis plusieurs mois, Kinshasa et Washington négocient un accord minerai contre sécurité. Les États-Unis veulent sécuriser l'accès aux ressources congolais. Ils sont prêts à payer en argent, en diplomatie, en sécurité militaire. Alors, posons la question directement. Cet accord migratoire est-il les prix que la RDC paye pour garder Washington de son côté dans la guerre à l'Est? Bon, regardez ce qui s'est passé au Rwanda. Kigali a accueilli environ 250 expulsés américains en août 2025, en échange de 7,5 millions de dollars, soit 30 000 dollars par personne. Nous avons besoin d'argent. Oui, ça va certainement nous aider à faire ceci, à faire cela. Bon, ok, continuons. Revenons à nos moutons. Ça paraît beaucoup, mais les rapports du Sénat américain disent que certains vols coûtent 1 million de dollars par personne. Ces millions ne vont pas au Rwanda, ils vont aux compagnies privées qui gèrent la logistique des expulsions, des entreprises américaines qui facturent à l'État américain. Autrement dit, les contribuables américains payent des sommes folles. Les pays africains touchent des miettes et les migrants n'ont rien demandé. Revenons à l'essentiel. Derrière les chiffres, derrière les accords, derrière la géopolitique, il y a des êtres humains. Des hommes et des femmes qui ont quitté leur pays un jour, qui ont traversé des océans, parfois survécu à des choses imaginables, plutôt inimaginables, parce que moi j'ai vu des gens qui m'ont appelé certainement, oui, je pars au Brésil, je vais chercher quand même un petit rien, qui ont essayé de construire une vie ailleurs et qui se retrouvent sans avoir rien demandé, posés à Kinshasa, dans une ville qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne parlent pas la langue et qui est déjà débordé par ses propres crises. Ce que cet accord fait courir comme risque, concrètement, il y en a 3. Premier risque, la sécurité. Qui sont ces gens? Certains ont des casiers judiciaires, certains ont des addictions sévères. Dans un pays déjà en proie à l'insécurité, ajouter des inconnus sans suivi, c'est un risque réel. Deuxième risque, l'implosion sociale. Kinshasa croule déjà sous les déplacés internes. Les faubourgs débordent. Ajouter une population supplémentaire sans ressources ni encadrement sérieux, ça peut créer des tensions énormes. Troisième risque, les précédents juridiques. Si la RDC accepte d'accueillir des gens qui ne sont pas ses ressortissants et dont leur propre pays ne veulent pas ou ne veut pas,
Qu'est-ce qui empêche Washington de faire pareil avec d'autres pays africains demain? Il y a une solution que les experts répètent depuis des années. Allouer enfin un budget à la Commission nationale pour les réfugiés. Mettre en place un cadre légal clair, transparent, avec des voies, des recours réels. Et consulter pour une fois la population et les parlementaires avant de signer. Parce qu'un accord signé dans l'ombre, ça ne sert pas à un peuple, ça sert des intérêts. Alors, je vous pose la question directement. Est-ce que vous pensez que la RDC a eu raison d'accepter cet accord? Est-ce que c'est une décision souveraine et stratégique? Ou est-ce une capitulation déguisée en partenariat? Répondez en commentaire, on va vous lire, mes amis. Partagez cette vidéo surtout avec ceux qui pensent que la politique africaine ne les concerne pas. Parce que demain, ça peut être n'importe quel pays du continent. C'était Tout fait Actu, nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde, vous le savez très bien. On continue à regarder ce que les autres n'osent pas regarder. Prenez soin de vous, on se voit à la prochaine, à plus. Bye bye. Vivons toujours de l'eau, c'est la vie.